sommes de retour sur ce plateau pour évoquer la question donc de la promotion des mini-stations. C'est en réponse justement à la vision de professionnalisation du secteur du Kwayo. Le Kwayo, c'est bien, vous le savez, ce secteur donc de vente de l'essence de contrebande dans les rues des villes et villages du Bénin. On va en discuter donc avec nos invités ce matin, ou pardon, nos débatteurs ce matin. Le Gaba, bonjour. Bonjour Tanguy Agoy. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Alors, le gouvernement qui songe au regard des dégâts que cela cause dans nos contrées, on se rappelle bien ce drame de Semekrake qui a fait quand même une quarantaine de morts et bien avant cela, bien d'autres situations assez embarrassantes et dramatiques. Au regard donc de tout cela, le gouvernement qui a décidé de professionnaliser les acteurs du secteur, ce n'est pas une nouvelle idée en tant que telle puisque cela existe bien avant le gouvernement du nouveau départ. C'est vraiment pertinent ça, William? Je commence par dire que c'est bien pensé déjà la solution de la professionnalisation et non de la suppression. Parce que nous dépendons, des spécialistes vous diront, à 80% du carburant venant du secteur informel, de ce secteur qui se soustrait aux règles régionales et sous-régionales de transport des hydrocarbures et de la réglementation internationale en vigueur notamment. Et ce phénomène a la peau dure depuis des années, malgré les différentes répressions, parce que non seulement nous dépendons assez de ce carburant en raison, d'une manière ou d'une autre, de son coût à une certaine époque, des emplois que cela crée, même si ce ne sont pas des emplois comme cela se doit, mais cela permet d'être à l'abri du besoin, et notamment en raison du fait que les stations régulièrement enregistrées et qui paient les redevances à l'État et qui exercent dans la profession de commercialisation des hydrocarbures n'ont pas une couverture totale à l'échelle nationale. C'est vrai qu'ils en poussent de terre presque tous les jours à Cotonou et environ comme des champions, mais ça, ce sont les métropoles, ce sont les milieux urbains. Ce n'est pas le cas le long de nos routes inter-États, ce n'est pas le cas dans toutes les contrées de notre pays. Le Kwayo demeure cette essence du moins, qu'on peut avoir partout, à tout moment, et pour surtout le bonheur de qui en a besoin. Donc, penser non pas à une suppression, mais à la professionnalisation, pour moi, c'est une bonne idée. Secondo, parlant de professionnalisation, je pense que les mini-stations sont, d'une manière ou d'une autre, une solution, outre mesure, parce que l'entreposage et la façon de commercialiser ce produit hydrocarbure, ce gaz qui à tout moment est inflammable, pose problème depuis des années et est source d'insécurité. Maintenant, comment est-ce qu'on va transporter jusqu'à ces mini-stations? Est-ce que ce sont les véhicules qui le font du côté des stations normales qui vont le faire? J'attends de voir. Ou est-ce que les mini-stations vont toujours laisser le statu quo, c'est-à-dire le transport par des voies très peu indiquées, le transport fluvial, le transport sur des motos, des transports sur des motos adaptées, des motos refaites de cette façon-là pour transporter les hydrocarbures? Cette question-là demeure. Oui, effectivement, il faut dire que c'est déjà un pas dans la résolution du problème, parce qu'effectivement, pendant longtemps, on a toujours parlé de la professionnalisation, mais aussi de la reconversion de ces hommes et femmes qui sont dans ce secteur depuis des années. Et moi, j'aimerais bien prendre trois aspects. Le premier, c'est l'aspect sécuritaire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les bouteilles de gaz, des bonbonnes de gaz un peu partout aux abords des voies, ça reste et demeure un danger pour la population. Nous avons vu le drame de Craquet dont vous avez parlé tout à l'heure, mais allons plus loin, nous avons connu le drame de Porga qui a également créé aussi beaucoup de morts et autres choses, parce que les gens siphonnaient justement un camion citerne. C'est pour vous dire que déjà, quand
le carburant circule comme ça aux abords des voies, ça reste et demeure un danger. Donc sur le plan sécurité, je pense qu'il y a une certaine avancée. Ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est l'une des solutions. Donc on peut peut-être toujours parfaire. L'autre aspect, c'est le social, c'est-à-dire la reconversion, la professionnalisation de ces hommes et femmes qui sont dans le secteur. C'est vrai qu'à un moment donné, pendant plusieurs moments, sous le régime Kérékou, on a essayé de combattre le Payor. Sous le régime de Yaya Boni, on a essayé de combattre le Payor, mais ça n'a toujours pas pris. Tout simplement parce qu'on a constaté que dès qu'on ferme le Payor, l'essence de contrebande, on se rend compte que les stations au niveau de la pompe n'arrivent pas à gérer le flux qui va de notre côté. La réalité n'est plus celle-là. De plus en plus de stations. De plus en plus, il y a des stations. Mais des stations oui. où? C'est la question qu'il faut se poser. De plus en plus, il y a des stations. Mais des stations où? C'est souvent dans les grandes villes. Et quand vous prenez déjà la voie de Cotonou pour Malanville, vous allez remarquer, on a des stations certes, mais il n'y en a pas assez. Il faut toujours dire qu'on a toujours besoin d'un nombre. Donc, d'une manière ou d'une autre, le fait de les professionnaliser, d'aller vers ces cubes d'approvisionnement, c'est aussi une manière de les maintenir dans un certain canevas pour sécuriser et en même temps créer la socialisation. Le dernier aspect, c'est l'aspect économie. Et c'est là où moi, je suis un peu inquiet parce que vous savez qu'au niveau de la station de la contrebande, le prix est relativement bas. Et au niveau des stations-service, on connaît le coût légitime, le coût légal qui est fixé. Donc, est-ce que nous aurons deux différentes stations avec deux différents coûts? C'est vrai que ça existait, mais d'une autre manière. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup plus des cubes avec des approvisionnements, des pistolets de service. Mais on se demande maintenant, est-ce que nous aurons deux différents coûts? Comment ça va se faire? Et le dernier aspect que William a abordé et qui me paraît aussi assez important, c'est comment transporter ce carburant-là. Parce que j'ai entendu un professionnel du secteur qui a dit, nous allons prendre notre Payor que nous viendrons reverser dans ces cubes-là et servir la population. C'est bien. Mais vous savez que le véritable problème, ce n'est pas seulement là où il y a les bonbonnes de gaz entreposées que le danger existe. Il y a aussi le transport de ces bonbonnes de gaz, le transport de ces bidons de gaz. Nous avons vu par le passé les Vespa avec lesquels ils utilisent, les moteurs avec lesquels ils utilisent et ils font ces transports-là. Nous avons vu des Vespa s'enflammer en pleine circulation. Et ça constitue un danger pour tous les autres usagers qui partagent la route en ce moment-là. Donc, alors qu'au niveau des stations-service, on sait que ce sont des camions-citernes qui transportent ces liquides inflammables de façon sûre, de façon sécurisée. Est-ce qu'au niveau des stations, des stations de contrebande qui est en train d'être reconstituées actuellement, est-ce qu'on aura cette sécurité dans le transport de cette marchandise, de ce produit inflammable? C'est la question que devons nous poser aujourd'hui. Ce que je sais de cette professionnalisation annoncée, c'est qu'avec les mini-stations qui seront implantées, on aura, je dois dire, une alimentation officielle. Comme on a eu droit à ces mini-cuvettes, si on peut le dire ainsi, dans les villages et contrées du Bénin, pour ce qui est donc du pétrole qu'on utilisait suffisamment à l'époque pour les besoins domestiques et autres. On avait quand même de petites dispositions métalliques où justement les camions citernes venaient quand même faire la distribution, quitte à ce que, bon, pour les petites bourses, on puisse vendre les 1 litre, 1 litre et demi, etc. Et je crois que c'est ce qui est envisagé avec les mini-stations. Du coup, ça règle deux problèmes que vous venez de soulever, la question du transport, parce que je ne vois pas un gouvernement en train d'officialiser un commerce qui est dit illicite. On ne va pas continuer peut-être à formaliser, je dois dire, une activité qui a révélé toute sa dangerosité. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy, absolument. Et puis là-dessus, c'est une option que le gouvernement avait annoncée comme solution face à tout ce que nous avions connu comme pète en vie humaine dans ce secteur. Par contre, sur l'aspect sécurité, moi je voudrais faire observer ceci. Généralement, tout ce que nous avions connu comme incendie arrive au niveau des points de stockage ou sur le trajet de transport. Rarement, nous avions connu des cas d'incendie ou d'explosion au niveau des unités de vente. Un peu comme ce que nous voyons dans nos rues. Il y en a juste que ce n'est pas aussi médiatisé, peut-être. Vous avez craqué, il me semble que c'était sur un point de vente. Un point de stockage. Un point de vente, puisque les véhicules allaient aussi s'approvisionner là-bas. Parce qu'on connaît le procédé. Hein, ils ont un espace qu'ils clôturent, etc. Et le trafic se faisait, oui. Donc, pour moi, en règle, c'est un problème pour permettre aux acteurs de se professionnaliser et tout.
Mais avec les mini-stations, est-ce qu'on a réglé le problème au niveau des entrepôts, au niveau des sites de stockage? Est-ce qu'on a réglé le problème au niveau du transport, la manipulation qui se fait sur les trajets, jusqu'au point où le produit est vendu aux citoyens? Et donc pour moi, on peut avoir les mini-stations qui fonctionnent déjà, ce qui est déjà bien, mais je crains que nous ayons encore d'autres cas à déplorer, surtout au niveau des entrepôts. C'est vrai qu'il a été demandé aux maires au niveau des communes de faire le point des entrepôts. Je ne sais pas si le gouvernement est en train de vouloir certainement trouver une solution, peut-être trouver encore d'autres dispositifs pour que le produit soit conservé, ou peut-être former les différents acteurs qui manipulent le produit à ces niveaux. Mais comme l'ont dit William et puis Ulrich, ça nous permet d'évoluer. Nous savons que c'est un produit qui est vraiment dangereux. Si les mini-stations nous apportent une forme de sécurité, protègent même les bonnes dames ou les messieurs qui sont appelés à vendre ce produit, tant mieux. Si, tel qu'on nous l'a confirmé, que les acteurs eux-mêmes sont partants vraiment à jouer véritablement leur rôle en accédant à cette forme de vente, tant mieux aussi, puisque par le passé, il y a eu pas mal de propositions, mais je pense que cela n'a pas reçu l'assentiment. Si tant est qu'aujourd'hui, nous voyons déjà des jeunes femmes qui sont déjà au pied de ces mini-stations pour vendre des produits, c'est dit que les acteurs eux-mêmes, ils ont été convaincus par ce que le gouvernement leur a proposé. Mais le problème, oui, Ulrich. Ouais. Il faut déjà préciser que déjà en les mettant dans ce système-là, je pense que d'une manière ou d'une autre, on règle deux problèmes. Le premier problème, c'est que fermer tout de go, l'essence de contrebande au Bénin, c'est créer un taux de chômage terrible dans le pays. Ça, c'est clair. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est en train de régler une sorte, en fait, de créer une sorte de Est-ce que ce n'est pas un bon prétexte schéma pour social éviter de régler un problème qui est quand même assez crucial et important? Non, un aspect, en voulant cerner justement, oui. en voulant cerner justement, je pense que l'État a tout à y gagner parce que ça lui permet aussi déjà de maîtriser le secteur. Parce que, vous voyez, quand on va vers ces cubes d'approvisionnement, on connaît mieux le secteur. Et d'ailleurs, on a demandé aux différents maires de faire le point des sites d'approvisionnement. Autrefois, est-ce qu'on pouvait faire le point? Non. On a, au bord d'une voie, on peut avoir 10 à 20 points de vente au bord d'une même voie. Donc aujourd'hui, quand on va vers ces cubes d'approvisionnement, on peut bien cerner avec précision le nombre de cubes qu'il y a dans telle zone ou dans tel quartier. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect aussi, ça avantage le fisc parce que maintenant, en les cernant, ça permet à l'État de savoir quelles dispositions prendre pour que le flux du fisc ne soit... Parce que ce secteur n'échappe pas au fisc, donc c'est des aspects qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà. Et, je disais... est-ce que fondamentalement, le fait d'envisager ces cuvettes ne va pas poser un problème avec les stations officielles? Parce que, quoi qu'on dise, c'est une part du marché que ces mini-stations vont prendre. Je vois où vous en venez. J'irai pas, je ne voudrais pas aller là-bas avec vous parce que, vous savez, tel que de grands magnats disposant de moyens, ont besoin de faire des affaires dans le monde des hydrocarbures. Il n'y a pas de philanthrope dans le monde des affaires. Personne n'a une station pour desservir une population outre mesure. À côté, il se fait également des revenus. Et là-dessus, nous nous convenons. Maintenant, à côté de ces messieurs, de ces grands messieurs et de ces grandes dames, il y a également d'autres citoyens qui doivent la vie de leurs parents, leur enfance à eux-mêmes, leur vie qu'ils mènent, l'éducation de leurs enfants actuels et même de leurs petits-enfants à l'essence de contrebande. C'est-à-dire, c'est une chaîne de valeur qui a fait la vie de plusieurs personnes. Non seulement dessert également le dernier des Béninois au coin de rue qui a laissé d'abord son naissance finir totalement avant de trimballer sa moto à 5 h du matin quand il a besoin maintenant d'aller au boulot et de toquer à la porte du premier revendeur dans le quartier pour s'approvisionner et continuer sa route. Non seulement ils desservent ceux-là, mais quelque part, c'est une économie pour eux. C'est un job, comme on aime le dire. C'est pas un sot métier, mais c'est
C'est un petit métier qui permet à bien de gens de se faire de l'argent. Dans le drame de Sémécraké, vous avez appris également qu'il y avait beaucoup de jeunes en quête d'une tâche matinale, d'une tâche de week-end pouvant leur générer quelques revenus qui ont péri dans ces flammes. Donc, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, il y a une économie qui se tourne autour de l'informel. Est-ce que parce on est en train de professionnaliser. Pour moi, professionnaliser, ce n'est pas rendre formel, ce n'est pas formaliser. Formaliser demande un enregistrement. Formaliser demande une certaine obligation fiscale. Formaliser demande qu'on se plie non seulement aux obligations nationales, mais aux obligations internationales en matière d'hydrocarbures. Je ne vois pas encore ces mini-stations, ces cuvettes aux abords de nos voies faire de leurs tenants ou des personnes disposant de ces commerces des barons de l'hydrocarbure. Pas du tout. Je les vois plutôt petits commerçants aux côtés des grands commerçants. Ils ne pourront pas avoir de contrat avec les entreprises, ils ne pourront pas avoir de tickets valeur, eux. Donc je pense que les stations ne sont pas totalement menacées, même si quelque part, le Payo a toujours été un concurrent déloyal à leur côté. Est-ce que c'est évident qu'on ait deux prix dans deux stations-service différentes alors qu'on sait que c'est la même source d'approvisionnement, Eric? Non, mais c'est une menace, c'est ça un peu le paradoxe. Quand vous voyez que dans un même environnement économique, pour la vente d'un produit, nous avons des mini-stations qui offrent le produit à un prix, mais de l'autre côté, nous avons des stations qui sont enregistrées, identifiées comme étant des entreprises qui opèrent dans ce secteur et qui l'offrent également à un autre prix. Alors, quel sera le comportement des consommateurs? Je pense qu'à la longue, les acteurs du secteur formel ont de soucis à se faire. Et moi, je m'attendais déjà à ce qu'ils se prononcent et qu'ils partagent avec nous leur avis sur l'installation de ces mini-stations. Si cela va se généraliser véritablement à l'échelle nationale et tout ça, j'ai bien peur que ces stations formelles, n'est-ce pas, puissent commencer par avoir des difficultés. Nous savons qu'ils emploient des jeunes qui paient des tasses au gouvernement et puis tout ça. Est-ce que on a besoin que le gouvernement vienne communiquer sur la place publique qu'il a légalisé la vente de l'essence frelatée avant de s'imaginer? Moi, je pense que nous sommes en train d'aller vers une légalisation. Parce que si on veut lutter contre un phénomène, nous ne savons pas le passé, les actions, c'est des actions répressives, voyez-vous. Alors ici, il y a eu d'abord un silence pour avoir écouté quelques acteurs qui vous confessent que, écoutez, ce sont des agents de l'État eux-mêmes qui nous ont identifié ce site pour mener nos activités. Donc voilà autant d'actions implicites et qui montrent quand même une certaine... c'était un accompagnement du gouvernement dans ce secteur. Alors aujourd'hui, maintenant qu'il est demandé aux acteurs de ce secteur de se professionnaliser, il y a un souci d'abord pour le gouvernement de sécuriser ses vies et de les ramener maintenant au grand jour. Ça veut dire qu'on n'a plus forcément besoin de se cacher aujourd'hui pour exercer ou pour vendre ce produit, pour ce métier. Ouais. Et donc, les mini-stations à côté des stations, ça va être une cohabitation difficile. Nous parlons de l'argent. William l'a relevé. Enfin, on ne vient pas à ce niveau pour faire de la charité. C'est pour vendre, c'est pour faire du business. Si les stations formelles vont commencer par enregistrer une baisse de profit. Je suis sûr que si d'ici 12 mois, on leur demandait de faire un peu le point à leur niveau, ils diront certainement que ça a chuté parce que les mini-stations sont rentrées en service. Et ça, ce n'est que nous sommes qu'à une phase pilote. Et quand ça va se généraliser, je pense que ça va créer un problème de l'autre côté. Oui. Effectivement, là, c'est la plus grande question qu'il faut se poser parce que je l'ai dit à l'entame de mon intervention. J'ai dit nous aurons deux types de stations avec deux types de prix. Et comment ça va se gérer? Bon, moi, personnellement, selon mon analyse personnelle, je pense que tout va se jouer dans le niveau et le degré d'imposition de ces différentes stations. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui doit pouvoir maintenant jouer au jeu d'équilibre en fonction de ce que chacun fait. Et je pense que c'est là que ça pourra d'une certaine manière, ça c'est mon analyse personnelle, ça ne sera que à ce niveau que cela pourra se jouer. Mais l'autre aspect qui me fait moi un peu sourire, c'est que, vous savez, il faut jouer aussi sur la mentalité du Béninois. La psychologie du Béninois est que, autrefois, quand on allait quand on va vers le Payo, vers l'essence de contrebande, c'est qu'on est sûr de savoir qu'on a
tel nombre de litres exactement. C'est-à-dire, il y en a même qui demandaient, non, je ne veux pas cette bouteille, mais je veux de telle autre bouteille. Et parfois, quand vous avez des bouteilles de 5 litres, de 10 litres, ils disent non, je veux telle autre bouteille. Mais là, maintenant, nous nous retrouvons face à des cubes d'approvisionnement. Et la question qui se pose est de savoir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous avons eu à déplorer des pompes, des outils de mesure de produits truqués. Et l'Agence nationale de métrologie est même descendue sur le terrain pour constater. Et aujourd'hui, nous voyons le Payoa qui se retrouve avec des pistolets à pompe pour pouvoir servir. Est-ce que dans la psychologie du Béninois, on ne nous vendra pas encore du vent? Est-ce que nous vendra pas du vent? C'est la question qu'il faut se poser également. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons suivre ce dossier et voir comment le gouvernement va ça gérer. fait du boulot pour les éléments de ce service qui, en plus de contrôler les stations formelles, devront alors ajouter à ça. Mais le Payoa aussi est formel maintenant, je crois. Non, pas formel. Pas formel. On ne le dira pas comme ça. Non, vous savez, moi je pense que la formalisation du Payoa, de téléchargement. non, la formalisation du Payoa demande un peu plus. Est-ce que ce n'est pas formel? Non. Vous savez, l'État leur prenait des redevances aux frontières. Même Mais ce n'est pas aussi officiel que ça. Ça n'a jamais été officiel et c'est ça le fort de l'informel. Et moi, je ne pense pas qu'il suffit qu'ils aient des cuvettes au bord des voies pour être formalisés. Parce que les hydrocarbures ont une législation, ont une réglementation pure et dure, qu'on soit au Bénin ou partout ailleurs. Et secondo, l'État aujourd'hui n'a pas les moyens de dire stop, c'est fini. Par rapport au Payoa, je doute très fort qu'on puisse nous sortir des chiffres qui nous parlent de la capacité d'approvisionnement du marché béninois en hydrocarbures. Et même si on oublie toutes les mesures sociales, toutes les bouches qui sont nourries. Je pense que le procédé du gouvernement actuel est déjà une bonne démarche. Quand on voit un peu, avant même l'idée de formalisation, quand on voit un peu comment est-ce que cela a été entrepris, d'abord l'installation, je dois dire, de stations-service un peu partout dans les quartiers de Cotonou. Vous avez vu, c'est difficile aujourd'hui d'avoir du Payoa aux abords de voir à Cotonou. C'est aussi simple que ça. Il suffit juste de continuer cette démarche-là, de mettre l'accent sur d'autres villes et de continuer à demander à ceux qui vendent le Payoa reculer dans les ruelles, reculer dans vos maisons, etc. Et progressivement, et avec le temps, ça devrait disparaître. Je rappelle aussi que, tel qu'envisagé, le projet de mini-station n'est pas pour aller accueillir ou recueillir l'essence siphonnée, de contrebande, etc. Je ne vois pas combien déverser dans les mini-stations. Je vous rappelle, et j'insiste là-dessus, que je ne vois pas un État en train d'officialiser comme cela un métier avec ses risques et surtout qu'il soit un métier de l'informel. Ce qui est envisagé, c'est justement que les camions-citernes qui vont approvisionner les stations-service se déploient à approvisionner les mini-stations parce que justement, les stations-service n'ont pas eu, je dois dire, la présence qu'il fallait dans les différentes contrées du Bénin. Et là-dessus, on est en train de quitter progressivement ce que nous savons avec le transport, avec bidon, Vespa et autres là, pour un transport un peu plus professionnel. Sauf qu'ici, on n'a pas besoin d'avoir 1000 milliards ou 10 millions, etc. pour... comme on en a besoin pour créer les stations-service. Avec vos petits capitaux, vous pourriez avoir votre mini-station et être approvisionné de façon aussi facile, comme cela se faisait par le passé avec, je dois dire, le pétrole. Le pétrole, avant, on pouvait l'avoir dans les stations-service, mais il y avait aussi dans les villages les cuvettes qui étaient installées de couleur jaune par la Sonacop, où chacun allait acheter son quart de litre, son demi-litre, etc., en fonction de ses moyens. Et là-dessus, c'est une formalisation qui est en cours. Et ça évite aussi, comme vous le dites, de prix pour le même produit. Sauf qu'ici, on n'aura plus aucun contrôle, ma foi, sur le coût, parce que c'est parce que le Payoa existe que pour le réajustement au niveau des stations-service, on réfléchit beaucoup parce que s'il y a un grand écart, le Payoa résorbe rapidement la clientèle. Alors, faut-il vraiment craindre pour la survie des stations-service? Le problème est toujours posé, Ulrich. Est-ce qu'il faut craindre? Je pense que non. Non, il ne faut pas craindre tout simplement parce que chacun, en réalité, a sa clientèle. Et qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière aujourd'hui, les stations-service commencent par entrer dans les habitudes du Béninois. Et rien qu'à regarder aux abords des voies, au niveau des stations-service, vous devez comprendre que c'est devenu, disons, spontané. Donc, a priori, moi, je pense qu'il ne faut pas trop craindre. Le seul problème, c'est qu'au niveau des stations-service, ils peuvent aujourd'hui estimer, les promoteurs de stations-service officielles peuvent estimer
constater qu'ils sont lésés. Lésés en ce sens que, en même temps qu'ils ont un prix bien fixé et qu'ils appliquent, il y a d'autres stations, des mini-stations à côté qui appliquent un autre coût. Donc je pense que c'est à ce niveau que le gouvernement saura comment jouer à l'équilibriste. Oui. William. Pas menacés, ils ont les moyens de survie. Et je pense que la subvention du gouvernement ou de l'État sur les hydrocarbures demeure. Et je pense que cela ne va pas pour autant empiéter sur leur activité, même si ils ne parlent pas. Parce que nous, on va spéculer à leur place, on va s'imaginer que ça va bien dans leur secteur, surtout qu'on apprend qu'ils ont des subventions, parce qu'ils ne parlent jamais. Je ne sais pas qui d'entre vous ici a entrepris une démarche chez eux qui a marché une fois. Et donc, nous, on présume que ça va bien, et que parce que ça va bien dans leur secteur avec leurs subventions, ils peuvent résister à ces mini-stations qui n'ont pas la grande capacité qu'elles ont, ces stations. Je voudrais finir dans cet aspect de mon analyse en disant que pour les grandes villes, c'est bien. Pour ensuite les contrées légèrement reculées, ce serait encore mieux, et surtout ce serait une bonne présence nous épargnerait un paillot encore en filigrane et le risque ne disparaîtrait pas en vrai. Eric. Oui, je pense que l'inquiétude, elle est là. Et c'est pour ça que c'est une question qu'il faut repenser. Aller peut-être vers une harmonisation des prix, puisque maintenant que les mini-stations opèrent dans un environnement formel, les règles du jeu doivent pouvoir s'appliquer à eux. Nous savons qu'au niveau des stations, c'est l'État qui fixe les prix en conseil des ministres. Alors, comment on va fixer le prix de ce produit au niveau des mini-stations ? Est-ce que c'est chaque gérant de mini-station qui apprécie le prix à son niveau ? Je pense qu'il faut avoir une réponse précise. Et surtout, nous sommes dans un environnement économique et l'État se doit d'observer une forme d'équilibre pour assurer les uns et les autres pour que le business soit profitable pour tout le monde. Allez, on va changer de sujet. Hein. On va parler de la situation des armes. Décidément, on ne se fatigue jamais de l'évoquer. Mais la donne, c'est que à l'annonce de la conférence de presse qu'ils avaient promise il y a quelques jours, je crois, le gouvernement a décidé de faire son petit point. Le mercredi dernier. On a quand même quelques chiffres qui sont assez intéressants. D'abord pour le gap, parce qu'il manque toujours des enseignants dans les salles de classe, notamment au niveau des enseignements maternels et primaires. L'État envisage recruter encore 500 à peu près d'AME. Et le RIC, on est en train d'aller vers la politique un enseignant, une salle de classe. Un enseignant, une salle de classe, oui, mais je reprends un peu les propos du ministre de l'enseignement maternel et primaire qui, lors de sa conférence de presse, a bien précisé qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas en réalité pénurie d'enseignants. Il dit plutôt qu'actuellement, ils ont le nombre qu'il faut, mais qu'il y a un problème d'ajustement géospatial. C'est-à-dire qu'il faut maintenant faire en sorte que... On a 3 enseignants dans une classe, non, quelque part, et 0 enseignants dans 2 classes ailleurs. Je ne comprends pas. Il faut maintenant les réajuster. Oui. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur base de données a priori. Okay. D'accord, dans la base de données. D'accord. Donc maintenant, il faut voir dans quelle mesure les réajuster. Par exemple, il y a des gens qui sont là, dans le système, et qui ne sont pas encore bien déployés à l'endroit qu'il faut. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également des localités très reculées, et très souvent, quand on envoie des enseignants là-bas, c'est à peine, ils font 1 mois, 2 mois, et puis ils disparaissent. Donc, il y a ce problème d'ajustement sur l'espace géographique qui est en train de se poser. Ceci étant dit, il faut revenir sur, effectivement, les conditions dans lesquelles les AME sont. Parce que si l'enseignant est effectivement motivé, je pense qu'il doit avoir des raisons de rester dans la classe. Et le plus important aujourd'hui, le gouvernement gagnerait beaucoup plus à motiver davantage. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui se font, mais le gouvernement gagnerait beaucoup plus à motiver ses enseignants parce que on sent beaucoup plus une sorte de précarisation dans le secteur. Et c'est justement ce que les AME déplorent et c'est ce que tous les enseignants en général déplorent, surtout par rapport aux AME. Donc je pense qu'il y a un travail qui se fait. C'est qu'il y a un travail qui se fait, mais le gouvernement gagnerait beaucoup plus à accompagner davantage les AME parce qu'ils sont de plus en plus, ils sont aujourd'hui les plus nombreux, et plus ils sont motivés, plus ils vont rester dans les salles de classe. Parce qu'un enseignant motivé, c'est encore plus intéressant pour un enfant qui apprend.
Et quand l'enseignant n'est pas motivé, vous pouvez savoir déjà les dégâts que cela peut causer en termes d'éducation. William. Avis à deux volets. Premier volet, dans la dynamique de chaque salle de classe, chaque groupe pédagogique, où qu'il soit au Bénin, doit avoir un enseignant en classe, bravo. Mais dans la dynamique de continuer l'aspirana, quelles que soient les avancées qu'on nous présente, quand on quitte -5 pour -2, c'est que nous sommes toujours dans la courbe négative, que ce soit en abscisse ou en ordonnée. Là-dessus, ma religion est toute faite. L'aspirana n'est pas la solution à l'enseignant en classe au Bénin. C'est-à-dire quoi? L'enseignant grincheux, anxieux, j'arrête les qualificatifs. Cet enseignant n'est pas celui qu'il faut dans les salles de classe, en fait. Parce que, quelles que soient les avancées qu'on nous présente sur l'aspirana, tant que l'État ne voudra pas recruter, quand on va au BAPES, au CAPES, c'est pour finir dans la fonction publique, c'est pour faire le professeur certifié dans sa famille. C'est un type de recrutement aussi. Ils ne sont pas à la maison. Ils ne sont pas à la maison, ils sont rémunérés comment, à combien et pour quel profil ils ont travaillé, pour quel profil. Parce qu'ils ont quand même des diplômes professionnels pour la plupart. L'aspirana, pour moi, n'est pas une solution. Et quand je parle de ça, j'ai envie de dire, même les conditions qui ont motivé certains, comme le reversement, tardent toujours. Vous savez, tant que le gouvernement de Patrice Talon ne va pas reverser la première vague de 2019 des aspirants, le débat va rester statique. On va faire toutes les conférences de presse, on va donner toutes les données sur les aspirants, mais ceux qui sont là et ceux qu'ils vont recruter, parce que les jeunes iront à ça, ils n'ont rien à faire. Pour la plupart, ils ont fait les diplômes professionnels dans l'enseignement. À part enseigner, leur licence, leur BAPES, leur CAPES ne sert à rien d'autre, peut-être dans le privé. Et le privé, on sait, c'est dans les grandes villes et c'est saturé déjà pour la plupart. Et quand c'est comme ça, moi je dis, quelles que soient les données qu'on avance, tant que la situation des aspirants n'évolue pas substantiellement en matière de carrière, en matière de gestion, et qu'ils sont en train de tourner dans un cercle vicieux, qu'ils aient 11 mois ou qu'ils finissent par avoir 12 mois, même si c'est saucissonné dans les derniers mois, le problème de l'aspirana sera le même et ce sera toujours un enseignant entièrement à part parmi les enseignants au Bénin. Et quand ça va demeurer, je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense, d'une manière ou d'une autre, que raison de la priorité que l'enseignement représente pour nous, quelque part dans notre niveau de développement, parce que nous sommes encore assez loin de la réalité de notre siècle et de notre millénaire, les investissements, pour moi, on ne priorise pas l'éducation. Continuer à admettre l'aspirana, pendant qu'on réalise d'autres projets de développement, pour moi, c'est reléguer l'enseignement à une priorité d'un certain niveau et c'est ce que moi je fustige. Moi, je pense que quand on est au niveau de développement qui est le nôtre, on ne relègue pas l'enseignement à ce stade. Je ne sais pas si vous en avez rencontré un seul dans ce Bénin, aspirant à quel degré de l'enseignement que je ne sais, même quand ils l'ont amené au supérieur maintenant, qui soit content de cette façon de recruter des enseignants. Nous savons que ce qui a donné naissance à cette appellation aspirana, c'est l'incapacité du gouvernement à aller vers un recrutement formel dans le secteur. Certainement parce que le besoin est tellement si grand que le financement que cela va nécessiter, peut-être que pour l'instant, le gouvernement n'en a pas les moyens. Donc on a réfléchi, on a trouvé, comme vous l'avez dit, cette option de recruter des gens, mais au final, ils font le travail d'un enseignant, voyez-vous. Moi, je pense que notre cri de cœur sur ce sujet, c'est de faire en sorte que les conditions de travail soient améliorées. Vu que le travail qui se fait et qu'on leur demande, c'est la formation des cadres de demain, il faudrait que l'État continue encore par mobiliser des ressources pour que les engagements pris soient tenus. Il a été question de revêtement de la première promotion. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour davantage rassurer ceux qui sont là? La taille et le contenu des caisses de l'État. C'est un engagement qui a été pris. Quelqu'un disait, je me rappelle, sous Boni Yahi, que vous voyez qu'aujourd'hui, 25 francs que vous mettez sur le salaire d'un enseignant, multiplié par le nombre d'enseignants, ça vous fait beaucoup de milliards. Et du coup, on a toujours cette peur, justement, de faire un point de part. Même cette réticence d'aller encore vers de nouveaux engagements qui vont générer encore d'autres dépenses. Mais voyons le problème que nous créons. Les classes sont vides. Les enfants sont là. Même si nous avons un aspirant en classe, vous et moi ne pouvons pas jurer de la qualité de la connaissance qu'il donne aux enfants. La conséquence, c'est qu'on aura baisse de niveau en sciences, en français, un peu comme nous le déplorons, et qui, justement, rend notre système éducatif malade.
je pense que c'est une question qui mérite vraiment d'être posée tous les jours pour qu'on puisse véritablement trouver une solution. Comme je le disais, la taille ne favorise pas la chose. C'est vrai que le pari actuellement pour le gouvernement, c'est déjà, comme l'expression est dite, un enseignant dans une salle de classe. Maintenant, il faut penser aux conditions. Et là-dessus, j'avoue que c'est l'enfer. Un enseignant dans une salle de classe, mais un enseignant présent de corps et d'âme et motivé. Il faut déjà dans qu'il une soit, salle de il faut classe. déjà qu'il soit là. Non, mais je crois que non, mais un enseignant, vous savez, un enseignant enseignant qui est présent de corps, mais pas d'esprit, il est encore plus absent que celui qui l'est physiquement. Parce qu'il est là, et vous pensez qu'il est là, mais en réalité, vous créez encore un gros trou. C'est un trou béant qui est là. Parce que n'oublions pas, nous formons l'élite, nous formons la génération de demain, nous formons ceux-là qui doivent gérer le pays, gouverner le pays, travailler pour le pays demain. Et ici, c'est une formation au rabais, parce qu'il y a eu un enseignant à un moment donné qui n'a pas été vraiment motivé et qui a continuer avec la formation au rabais. Et si on en trouve 1, 2, 10 et 20, voyez un peu le nombre d'enfants sacrifiés que nous avons sur la ligne. Donc, il y a ce problème qui se pose. Donc, déjà, un enseignant dans une salle de classe, oui. Un enseignant présent de corps et d'esprit dans une salle de classe est meilleur. Il y a une Oui, phrase qui William, résume cette situation. oui. On fait semblant de mieux les traiter, et ils font semblant de travailler. Oui, Donc, il a ils font fait. semblant, voilà. Et Non. puis, chacun fait semblant. C'est quand même de triste. travailler à Hein. moitié. William, le gouvernement a pris en deux feux. Le premier feu du nombre d'enseignants recrutés. Donc, Non, Tanguy, là-dessus, la je n'ai jamais été présence- d'accord avec vous. la Le présence... nombre, vous savez, il y a... Laissez-moi finir, vous faites, Ok, vous d'accord. faites la partie. Je sais que vous êtes allumé d'une fougue, je comprends. De feu donc, le nombre. Il faut vraiment déjà qu'il y ait un enseignant au moins. Qu'il soit démotivé, psychologiquement délabré ou tout ce que vous voulez. Mais c'est déjà intéressant qu'il y ait au moins quelqu'un qui ressemble à un enseignant devant les apprenants. Et après, on peut penser à dans quelles conditions maintenant il va là-bas, plutôt que de laisser les salles complètement vides. Ne me parlez pas d'épouvantail. Oui, Non, même si c'est vous même savez- l'épouvantail, c'est encore mieux, non? On aurait Vous quand savez- même, l'apprenant aurait l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui le regarde faire au moins. Vous savez, William répond. vous savez, le nombre des enseignants est un prétexte. Ouais. Vous allez voir que même les officiels, de plus en plus, font attention à ne plus avancer ça comme un argument. Vous savez, c'est un prétexte qui ne tient pas la route. Comment ça? L'éducation a une priorité pour l'État et l'État a la politique de l'éducation d'un État. Il n'y aurait pas un seul privé au Bénin dans l'éducation et l'État serait obligé d'assurer l'éducation de tous les enfants de ce pays qui ont la nationalité du Bénin. C'est l'obligation de l'État. C'est pour cela que l'État perçoit des redevances. C'est pour cela que l'État se fait des lois de finances, même en procédure d'urgence s'il le faut. C'est pour cela qu'ils sont là, investis des pouvoirs publics. S'ils ne peuvent pas le faire, c'est qu'ils ne méritent pas d'être là et de décider en notre nom. C'est tout simple. L'effectif n'a absolument rien à voir avec l'impératif que constitue l'éducation pour un État. Maintenant, quand vous parlez par exemple d'un enfant, une salle de classe, et tout. Je vous explique un peu par exemple ce qui se passe avec l'aspirana. Vous passez le concours dans une filière où, quand c'est le primaire, et vous voyez par exemple, on tient compte de la territorialité de votre candidature en fait. Et dans la localité, parce que vous voyez que vous êtes étudiant à Abomey-Calavi, mais que l'Atlantique est déjà saturé avec le littoral et tout, vous préférez votre localité de provenance et que vous y composez. Vous composez, vous êtes dans la base de données, mais on vous met dans une école qui ne vous intéresse pas. Vous ne prenez pas poste, vous demeurez à Abomey-Calavi, à Zobadia et environ, vous continuez par faire votre débrouillardise, votre misère. Ou carrément, vous êtes dans la base de données et compte tenu du nombre, je ne sais pas, avec l'algorithme qu'ils utilisent, vous n'êtes pas déployé. Cette année-là, vous êtes démotivé et pendant que l'État ne vous a pas déployé, moi, je connais des aspirants qui ont fait 3 ans avant d'être déployés pour la première fois, bien qu'ils soient en sciences de la vie et de la terre. Oui, mais Une discipline l'accès disponible. au fichier ne fait pas un déploiement systématique. Je suis d'accord. Automatique. Je suis d'accord. Pourquoi ils devraient se mordre? Ils ne se mordent pas, mais quand ils sont là oui. et qu'ils font 2 ans, 3 ans, loin des classes, après un diplôme professionnel peut-être, et que c'est l'année d'après qu'on les déploie quelque part où ils ne sont pas forcément d'accord et qu'ils se résignent et ils vont en poste, tous les week-ends, vous les voyez à Abomey-Calavi environ pour leur cours de maison qu'ils ont laissé ici. Quel enseignant de ce type
est productif pour quel apprenant? Posons-nous les bonnes questions. Et tous ceux qui décident aujourd'hui au nom de l'enseignement, que ce soit au Conseil national ou au niveau de l'exécutif, sont des gens qui connaissent le métier d'enseignant. Je ne peux pas faire de débat sur la connaissance des réalités du métier avec eux parce qu'ils sont plus informés que nous. Il faut exprès alors de trouver des solutions. Je ne sais pas s'il faut exprès, mais si on fait de l'éducation une priorité, vous parlez de 25 francs pour des milliards, ils peuvent même donner 100 francs et des milliards se feront remarquer. Recrutez-en progressivement. Recrutez-en. Pas de coup de baguette magique pour toutes les salles de classe. Peut-être on maintient légèrement le système d'aspiranat en faisant peut-être du 12 mois. Progressivement. Je ne parle pas de vous. Non, ça vient de moi, certes. C'est-à-dire quoi? On reverse ceux qu'il faut reverser. Ceux qui sont encore peut-être tout nouveaux, on améliore leurs conditions, peut-être on passe à 12 mois, on arrange légèrement le salaire en raison des diplômes professionnels qu'ils ont reçus, en leur montrant que l'État n'a pas encore les moyens, mais nous prenons le risque au fur et à mesure. Chaque année, nous essaierons d'améliorer les conditions. Là, on verrait une bonne fois. Mais quand une situation demeure la même, sur 4 ans, je parle de 2019, je ne sais pas. Moi, ce qui me paraît curieux aussi, c'est l'attentisme des communautés à la base aussi. C'est vrai, les enseignants communautaires, comme on les a connus par le passé, ça a eu aussi ses soucis, ses problèmes. On a dû l'arrêter, même si le niveau était massacré, les apprenants étaient massacrés. Mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure idée, une meilleure organisation? J'ai reçu par ici Eddy Koto qui proposait un fonds national où, ma foi, tous les privés pourraient mettre de l'argent afin que les écoles soient créées et que des enseignants soient recrutés, Eric. Ça reste une piste de solution. Mais toujours est-il que c'est un problème qui est là. Depuis toujours, nous avions connu ce problème entre l'effectif qu'il faut, n'est-ce pas, pour combler véritablement le vide dans les écoles. Nous avions connu des vacataires par ici, des enseignants qui viennent accessoirement donner des cours et qui retournent dans d'autres activités. Ce qui veut dire que aussi longtemps que nous allons rester, nous allons toujours constater que dans ce secteur, on aura toujours besoin d'enseignants qualifiés pour enseigner. Après, ce n'est pas un métier comme les autres. Je pense que quand on décide de rentrer dans ce secteur, on est convaincu que c'est vraiment par passion, par amour, c'est une vocation. Un enseignant, il ne peut pas s'imaginer peut-être que après 2 ans, il peut se retrouver dans telle autre localité, toujours pour enseigner. Les enseignants ont connu ça, ils ne sont pas restés à un endroit fixe. Que vous soyez de Cotonou, demain vous pouvez vous retrouver dans une autre localité, toujours pour partager votre connaissance, n'est-ce pas, à la formation des cadres de demain. Pendant que nous demandons donc à l'État de mieux s'organiser, à vraiment pouvoir trouver encore des moyens pour venir en aide aux aspirants, on doit pouvoir aussi faire savoir à nos aspirants qu'ils sont aujourd'hui le dernier recours de l'État. Ayons le courage de le dire. Aujourd'hui, l'État n'a pas pris l'option d'aller vers un recrutement ou peut-être vers un reversement. Mais il se trouve que dans le secteur de l'enseignement, ils sont le dernier recours de l'État, n'est-ce pas, pour pouvoir former les cadres de demain. Ça tombe peut-être sur eux. Je pense qu'il faut toujours continuer par mutualiser les efforts et trouver une solution. Parce que la conséquence directe est que si nous devons choisir une option, ça veut dire que nous faisons l'option d'avoir des classes vides complètement, en attendant que l'État puisse mobiliser des moyens et puis trouver des solutions mieux adéquates. Alors, on ne peut pas non plus faire cette comparaison. C'est vrai, nous voyons les moyens que l'État mobilise dans les infrastructures, dans la construction de projets. Mais c'est des financements fixes, c'est-à-dire un montant qui est débloqué pour réaliser un projet. Vous savez, de ce côté, c'est pratiquement à vie, voilà, jusqu'à la retraite. Donc, c'est différent. Je pense que oui. Vous intervenez ou on va clôturer le débat? Oui, déjà, il faut faire attention à l'image que nous envoyons de l'enseignant aujourd'hui. Il y a quelques années, observez, l'enseignant dans le village ou dans la ville, dans la cité, c'était carrément... Mais il n'y a plus de village, Eric. Tout le monde est connecté au hasard. Tout le monde est connecté au hasard. La première image qu'on voit de cet enseignant, c'est carrément le premier cadre, c'est le fin. C'est à lui que beaucoup de personnes faisaient recours très rapidement. Ce qui veut dire qu'on sentait beaucoup plus la passion dans le travail. On sentait qu'il était fier de ce qu'il est. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus des enseignants qui vont par survie. C'est-à-dire, ils vont là-bas, ils ne sont pas à l'enseignement par passion.
Et celui qui ne va pas suivre, si vous ne lui donnez pas les conditions qu'il faut pour qu'il survive effectivement, vous pouvez être sûr que le résultat ne sera pas dans ce que vous espérez. L'autre aspect, c'est vrai que le gouvernement a effectivement pensé à un système de tremplin par rapport à l'aspirana. Mais maintenant, comme l'a dit William, il faut qu'on aille au reversement de la première vague pour un peu stimuler le reste. Je pense que le gouvernement gagnerait à le faire le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'on parle de niveau de formation, tout ceci, mais le gouvernement gagnerait à aller un peu plus vite pour reverser une première vague. Ça servira d'exemple et ça servira de source d'engouement pour le reste. Et là, je pense que ça pourra beaucoup plus encourager les autres. Moi, je pense que tout va se jouer au niveau du gouvernement et la célérité avec laquelle le gouvernement va gérer les dossiers de reversement. Il y a une idée, je la trouve peut-être pas vraiment originale pour originale, mais c'est quand même une idée, c'est de Maître Roncarin qui disait qu'on devrait arrêter aussi de faire la politique telle que nous la faisons, ou la campagne électorale telle que nous la faisons, où chaque candidat vient dire dans tel secteur, je dois faire si j'étais élu. Mais plutôt désormais, appeler les candidats à nous dire concrètement sur 5 ans quel est le secteur sur lequel ils comptent vraiment s'investir et s'investir durablement. Comme on a vu avec, je dois dire, le gouvernement de Patrice Talon, même si les secteurs se sont multipliés un peu, hein, on a vu dans le numérique beaucoup d'avancées dans ce secteur-là. On a vu dans le monde politique avec beaucoup de tests qui ont été votés, etc., pour essayer de recadrer les choses. On pourrait aussi avoir désormais des gouvernements qui se consacrent, je ne vais pas dire exclusivement, mais suffisamment, notamment à l'éducation, pour qu'on puisse régler de façon définitive, peut-être, je dois dire, les problèmes qui se posent. Vous savez ce que disait quelqu'un à ce propos, quand on se retrouve à la tête d'un pays où tout est à reprendre, tout devient priorité. Oui, mais l'éducation est la priorité des priorités. Tout devient priorité. Vous ne faites pas vos réformes politiques. Ceux de la santé aussi vous diront que c'est la priorité. Mais voilà, parce qu'il faut être bien portant pour aller en classe. Et la sécurité aussi vous dira que c'est la priorité. Donc finalement, il va falloir... finalement, quand le trajet se fait braquer. Si finalement... Oui. On regarde toutes les priorités et qu'on fait le saupoudronnage que nous faisons là, par exemple, on s'en sortira jamais. Mais depuis 30 ans qu'on a repris avec la démocratie, si chaque gouvernement, pour peu qu'il ait fait 5 ans, se consacre suffisamment à un secteur, on ne serait plus encore en train d'avoir les priorités un peu partout. Je suis totalement d'accord. Mais ça n'a pas empêché Patrice Talon de faire un focus, par exemple, sur le numérique. Il y a du contenu dans ce que vous dites, Tanguy. Mais moi, je pense qu'il nous manque surtout de l'anticipation. Franchement, vraiment de l'anticipation. Comment on s'est rendu compte, peut-être que c'est en 2016, 17, 18, 19, qu'on a vraiment besoin d'un effectif dans le monde des enseignants. On est ici, on parle du plateau technique côté santé. Vous savez qu'on évoque ce sujet depuis 5 ans en arrière, depuis 10 ans en arrière, mais on est toujours là, voyez-vous. Moi, je pense qu'il y a vraiment des secteurs dans lesquels il faut vraiment anticiper. Nous avons des directions de la prospection au niveau de chaque ministère. Je me demande bien comment est-ce que... Qu'est-ce qu'ils prospectent? Les gars, bonne William, je t'ai arraché la parole. William avait un truc à dire. L'État a toujours un moyen ou un début de moyen pour quelque chose. Ça, c'est l'État. C'est la définition même de l'État. Ouais. Déjà, je pense que l'essentiel, c'est que aujourd'hui que nous ayons des États forts et qui sont continus. Ça, c'est le plus important parce que si, depuis 1960, on avait un programme bien défini en termes d'agriculture, en termes d'éducation, en termes de santé, vous allez remarquer que quand chaque gouvernement vient, on reprend pratiquement tout. C'est comme si le gouvernement précédent n'a pratiquement rien fait. Et je pense que tout cela est en train de jouer contre nous. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on aille vers des programmes sérieux, des programmes à long terme, de telle sorte que le gouvernement qui vient, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, que ce soit une continuité ou une rupture, l'essentiel c'est qu'on ait des lignes à suivre, des lignes vraiment précises pour le développement. Il ne faut plus qu'on confonde la politique et le développement. Je pense que c'est ça qui va beaucoup plus nous aider en ce sens-là. Bonne journée les gars. Merci. Voilà, les amis, c'est passé la revue de presse.